Nous étions en septembre 1971. La rentrée scolaire venait d'avoir lieu. La santé de Joliane continuait de se dégrader. Le médecin dut la mettre en arrêt maladie à plusieurs reprises. En désespoir de cause, il l'adressa au docteur Fuchs, au centre psychiatrique de la Milletterie à Poitiers. Allait commencer une longue suite d'internements plus ou moins lents. Ce spécialiste jouissait d'une forte réputation. Il n'y avait pas de raison de ne pas lui faire confiance. Lorsque Joliane sortait de la Milletterie, elle avait des ordonnances avec une vingtaine de spécialités à avaler et des doses telles qu'elle était devenue vraiment apathique. Parmi ces médicaments, 5 étaient des somnifères et j'étais obligé plusieurs fois par jour de compter les gouttes qu'elle devait ingurgiter. Malgré cela, son état ne s'améliorait pas. Le docteur Fuchs parlait de mélancolie profonde et il souhaitait la soigner par électrochoc. Il fallait que je donne mon accord. Je finis par accepter. Elle subit plusieurs séances à intervalles plus ou moins espacés. Il semblait qu'il y ait eu un temps, un effet passager bénéfique, mais elle avait perdu la mémoire d'un pan entier de sa vie passée récente. Pendant ce temps, les élèves du cours moyen première année de l'année passée étaient maintenant dans ma classe. Tous étaient présents et tout se passait bien. Je n'avais plus de problème de discipline. Notre système de tiers-temps fonctionnait à merveille, mais avec les 3 classes seulement, du cours élémentaire deuxième année au cours moyen deuxième année. Lorsque Joliane était arrêtée, la remplaçante assurait l'atelier dessin et travail manuel. Un matin, je reçus la visite de M. Gigou, l'inspecteur. Il avait sa mine des mauvais jours. « Venez dans votre bureau, me dit-il d'un ton brusque. J'ai à vous parler. » Je me demandais bien ce qu'il avait de si urgent à me dire pour qu'il me demande de quitter ma classe. J'allais tomber des nues. Il venait me reprocher d'avoir acheté des vieux livres de français périmés, datant des années 40 avec les crédits Barranger. Ces crédits étaient une subvention versée chaque année aux écoles, tant publiques que privées. Leur affectation était soumise à l'approbation des inspecteurs départementaux. Leur montant était une somme tenant compte du nombre d'élèves de l'établissement. J'assurai à M. Gigou que j'ignorais totalement de quoi il s'agissait. Je n'avais jamais commandé de tel manuel. Je ne comprenais pas où il avait trouvé cette information. Il me rétorqua qu'il sortait de l'école du bourg et que Mme Cormier lui avait fait la même réponse. Il avait sur son bureau les factures transmises par la librairie Saint-Martin de La Rochelle à l'adresse de la mairie de Lagore. Il y avait bien quelqu'un qui était à l'origine de cet achat. Il ne supportait pas que l'on se moque de lui, et il tenait à connaître là où le fautif. Et il partit en claquant la porte. Au cours de la quinzaine qui suivit, chacune des correspondances que nous étions amenés à lui transmettre, pour raison de service, me fut retournée avec prière de renvoyer la lettre après correction, soit parce qu'une virgule était mal placée, soit parce que la présentation du document ne lui convenait pas. Pour ma correspondance, j'avais pris l'habitude d'utiliser une machine à écrire que j'avais achetée avec mon propre argent. Cela me permettait, comme je l'avais appris à l'armée, de garder une archive et un chrono de toutes les lettres administratives échangées avec l'administration. Il est vrai qu'à cette époque, il était parfois un peu compliqué de rectifier une faute de frappe. Cette situation était devenue insupportable. Ne comprenant pas la raison de ce malentendu, je décidai d'aller rencontrer M. Poirier, le responsable de la librairie Saint-Martin, afin d'éclaircir ce quiproquo. Celui-ci m'apprit qu'en accord avec M. Petit, le nouveau secrétaire général de la mairie de Lagore, ils avaient ensemble cherché à optimiser l'obtention des crédits. Afin de pouvoir prétendre utiliser la totalité de la subvention, ils avaient cherché dans la liste des documents pédagogiques à leur disposition et ils avaient trouvé des manuels dont le prix permettait de facturer la dépense au centime près. Mme Cormier et moi avions été totalement tenus à l'écart de cette magouille. J'expliquai à mon interlocuteur les conséquences à notre niveau d'une telle opération. Je lui donnai 48 heures pour prendre contact avec l'inspecteur et nous disculper.
Sinon, je le menaçais d'aller en personne lui révéler le pot aux roses. M. Poirier était fort embarrassé, mais il promit de prendre contact avec M. Gigou et de lui expliquer la manœuvre à l'origine de son courroux. Il tint parole. Je repris contact avec lui quelques jours plus tard. Il me confirma que notre inspecteur s'était calmé et qu'il ferait amende honorable à la prochaine réunion pédagogique. Il oublia sa promesse, mais nous n'en entendîmes plus jamais parler, et je n'eus plus l'occasion de me plaindre de son attitude à mon égard. Durant cette nouvelle année scolaire, j'avais pris un peu de distance avec le syndicat. Je ne m'étais pas représenté à son conseil. Je trouvais que le journal, l'École libératrice, ne défendait pas les directeurs d'école. Elle les critiquait plutôt. Pourtant, nous avions des revendications spécifiques que nous aurions bien voulu voir défendues. D'autre part, les articles parus dans le journal me heurtaient de plus en plus souvent. Je trouvais les prises de position des dirigeants souvent beaucoup trop caricaturales. Mon appartenance au conseil d'administration de la coopérative de Saintes ne devait pas être étrangère à ce sentiment. Chaque mois, j'assistais aux réunions. J'étais en prise directe avec les réalités économiques du moment, et souvent je partageais de moins en moins les prises de position, souvent plus politiques que syndicales, du SNI. L'association des parents d'élèves souhaitait organiser des classes de neige au profit des classes du cours moyen deuxième année des deux établissements de la commune. Comme la dépense allait être importante, il fut décidé de commencer par le groupe scolaire du Treuil des filles. C'était une opération importante. La sortie devait avoir lieu en plein milieu de la saison hivernale, en janvier. Elle devait avoir pour destination le chalet d'Arrête dans les Pyrénées à la station de la Pierre-Saint-Martin. Ce centre était la propriété du département de la Charente-Maritime. Le séjour devait durer 3 semaines. Une grande partie de la dépense était prise en charge par l'association. Elle recevait une subvention du département et la nouvelle municipalité, qui était très favorable à ce projet, participait aussi à la dépense. Ainsi, nous pouvions emmener une classe entière. Rares étaient les familles réticentes. Une bourse de vêtements permit d'équiper une gamine dont la famille avait refusé, dans un premier temps, qu'elle accompagne ses camarades. Durant tout le séjour, je fus assisté par une normalienne en 4e année de formation. L'expérience fut une vraie réussite. Cette vie en communauté nous avait rapprochés, les élèves et moi. Oubliez la méfiance de l'année passée, lorsque j'étais intervenu dans la classe pour dénoncer le comportement du jeune minier. Cette année-là, il avait beaucoup neigé à la Pierre-Saint-Martin. La route d'accès en arrivant à la station était bordée par 2 murs de neige qui mesuraient 4 mètres de haut. Seul le chalet où nous allions vivre durant ces 21 jours était dégagé. Nous n'apercevions même pas une partie des nombreux chalets de la station. Ils étaient totalement recouverts par une épaisse couche de neige. Nous skiions sur leur toit sans nous rendre compte de leur présence. Les parents d'élèves organisèrent un voyage et vinrent nous rendre visite au milieu du séjour pour la plus grande joie des enfants qui purent leur montrer les progrès accomplis depuis leur arrivée. En fin d'année, nous organisâmes la fête des écoles, comme l'année précédente, en collaboration avec l'école du bourg. Un incident survint juste avant le début de l'événement. La veille, André-Gaud avait pris soin de réaliser les marquages au sol pour un bon déroulement de notre numéro de l'anguille. Comme il était très méticuleux, il avait également fait un traçage pour permettre aux enfants de défiler parfaitement alignés. Le matin, quelques parents d'élèves étaient venus monter le podium où je devais m'installer comme l'année passée pour animer l'après-midi. À son arrivée sur le terrain, André-Gaud s'aperçut que les parents avaient empiété sur le traçage du défilé et il était trop tard pour déplacer le podium. André piqua une colère noire et s'en prit à moi devant les personnes présentes et jura qu'il ne conduirait pas le défilé. J'évitai de répondre et de réagir. Son attitude avait jeté un froid et les gens semblaient gênés. Finalement, André accompagna les enfants en contournant l'obstacle et le numéro put avoir lieu sans autre incident. Le lendemain matin, j'allais dans sa classe avant l'heure de la rentrée. « Ne me fais plus jamais ça, André, lui dis-je, sans ajouter autre chose.
André, qui avait dû réfléchir durant la nuit, s'excusa et l'incident fut clos. Je n'eus plus jamais à me plaindre de son comportement par la suite. Il fut, durant les 8 années qui allaient suivre, un charmant et dévoué camarade. L'année avait également été chargée sur le plan sportif. Nous avions participé avec nos équipes au championnat UCEP de football et de handball. L'équipe de filles de hand s'était inclinée l'année précédente en finale contre l'équipe de Mons. Cette fois, elle avait remporté le trophée de haute lutte contre mon ancienne école de Beauvais-sur-Matha. Pourtant, tout avait assez mal commencé. Au départ, j'avais appris que 2 de mes meilleures joueuses étaient allées le matin même disputer un match de basket-ball avec l'équipe de la SPTT. J'étais furieux. Je craignais qu'elles soient fatiguées pour disputer la rencontre de l'après-midi. À la fin de la première mi-temps, les 2 équipes étaient à égalité, 2 buts partout. J'avais bien observé le jeu de nos adversaires. Durant la pause, je donnais des consignes précises à mes joueuses. Nous avons remporté le match par 8-2. J'avais retrouvé le sourire. Quelques jours après, notre délégué UCEP organisa un match entre notre équipe championne départementale de handball et une sélection des Deux-Sèvres. Cette rencontre eut lieu à Mauzé. Le score fut sans appel. Nos filles s'imposèrent 15-0. La plupart d'entre elles furent recrutées pour jouer dans les équipes de jeunes du club civil de La Rochelle. Il était présidé et entraîné par Jacques Dillambourg. Jacques était instituteur au groupe scolaire Bel Air de La Rochelle. Il avait également monté une équipe de garçons contre laquelle nous jouions en championnat. Ces garçons étaient aussi venus à Mauzé. Ils étaient champions départementaux et ils s'étaient largement imposés contre la sélection poitevine. Début juillet, nous étions ensuite allés tous les 2 encadrer un stage de handball de 4 jours au Crêpes de Boivre. Durant les week-ends du printemps, nous avions rencontré les équipes qui organisaient des tournois à Mons, à la Flotte-en-Ré et au Bois-en-Ré. Au Bois-Plage-en-Ré, j'avais emmené tous les enfants en âge de jouer. J'avais formé 5 équipes. Pour transporter tout ce petit monde, nous avions loué un car. Les parents nous avaient accompagnés en voiture. Cela formait un beau cortège de voitures. Ils avaient constitué une équipe d'hommes et une équipe de femmes. Nous avons joué contre les parents du Bois-Plage-en-Ré. Tout cela avait créé une formidable ambiance qui allait avoir des répercussions en 1973. La municipalité décida de nous aménager un véritable stade sur la partie enherbée située entre l'école et la rue des Hérons. Tout autour du terrain, nous avions maintenant une piste d'athlétisme en terre, 2 sautoirs, un pour le saut en hauteur, un pour le saut en longueur. Nous étions la seule école du département à posséder un tel stade à notre seul usage. Nous allions en faire bon usage.